commence dans la bonne humeur. Alors, il faut que je dise aux téléspectateurs que je les ai quelque peu malmenés. Ils sont tellement heureux de se rencontrer quand on fait l'émission qu'ils n'écoutent pas, ils sont là, ils échangent, ils s'aiment, ils convivialisent. Enfin, je préfère ça à la jalousie, la colère et puis la haine. On est une équipe qui s'aime, n'est-ce pas? Absolument, oui, totalement. absolument. Ça s'est bien passé, Nadia, cette semaine? Oui, une semaine, j'ai envie de dire, splendeur et décadence, ou plutôt déprime et joie. Déprime, parce que le jour du dépassement, c'était le 28 juillet et que c'est encore plus tôt que l'année précédente. Ouais. Et puis joie, parce que c'est le tour des yoles, tout simplement. Tu as lancé le mot, il faut l'expliquer, comme ça ne fait pas partie des sujets de la... Le jour du dépassement, c'est le jour de l'année, enfin, c'est le jour où on a consommé toutes les ressources renouvelables de la Terre. Accessoirement, si on était en France, si on tient compte seulement de la consommation de la France, ce jour du dépassement, il arriverait dès le 5 ou le 7 mai. Ça veut dire que là, on ferait... Voilà, à partir de là, on vit à crédit. Okay. Alors, c'est plus que se serrer la ceinture, c'est qu'on n'aurait plus de quoi faire. Très bien. Christian, après cette bonne nouvelle... Oui, enfin, ça va très bien, très bien. J'espère que le Robert va gagner le Tour de Yoles comme d'habitude. Et puis tu sais, parce qu'on est les plus forts. La technique est que je l'interroge. Tu sais que ta coupe de cheveux, elle est bien. Ah, j'ai pensé à toi en la faisant. Voilà. Serge. Oui, bonjour. Mais je n'ai pas refait ma coupe de cheveux, malgré les conseils. Elle est encore bonne. Elle est encore bonne. Merci, chef. Daniel, tout aussi magnifique. Eh ben, c'est gentil, mais je suis comme Nadia, le Tour des Yoles, c'est magnifique, je ne me lasse jamais du spectacle des Yoles, au départ, sur l'eau, à l'arrivée, c'est magnifique, on a vraiment une tradition fantastique. Ben moi, pour ma part, je peux vous parler de moi. Oui. Ben, je suis chaque semaine dans l'attente on ne dit pas enregistrement, on dit tournage, parce que c'est la télévision, du tournage de notre émission. Et puis le jour arrive, et puis voilà, je suis content, je suis heureux. C'est pour ça qu'on va passer aux actualités. Je lance l'offensive avec un sujet. L'Assemblée de Martinique exige des moyens complémentaires de l'État en matière de lutte contre l'insécurité. Je vous dis tout de suite qu'on va s'engager sur un terrain que l'on dit à compétences régaliennes, ce sont des compétences de l'État, et que voilà notre Assemblée maintenant qui fait des propositions, des suggestions fermes auprès de celui qui est responsable de la sécurité, très détaillé, et je vais rapidement, si vous voulez, parce que ce n'est pas la peine de retenir tout ça, mais pour que l'on comprenne bien que ce n'est pas l'Assemblée qui va le faire, ce n'est pas la collectivité qui va le faire, mais la collectivité s'empare d'un problème qui n'est pas de sa compétence et dit il vous faut faire ça. Et qu'est-ce qu'il vous faut faire? Je commence, c'est renforcer les moyens de lutte contre la sécurité par des radars côtiers. Dont on parle depuis des années. En outre... Côtier, pas routier. Non, côtier, oui, nous connaissons ta préoccupation. La réouverture du poste de douane de Saint-Pierre, le renforcement des effectifs de la brigade de surveillance extérieure de Fort-de-France et Trinité-Lamentin-Marin, rendre effectif un scanner mobile pour scanner les containers du Grand Port, les marchandises du Grand Port maritime de la Martinique. Créer 3 brigades mobiles de gendarmerie aux Anses-d'Arlé, au Monde des Es et puis au Carbet mobile. Ça a une logique. Pour l'instant, ce n'est pas la peine qu'on décrypte ça, puisqu'ils ne sont pas capables, comme disent les jeunes, de le faire eux-mêmes, mais ils disent impérativement il faut le faire, comme je me répète. La création d'une brigade de gendarmerie à Sainte-Anne, donc l'autre était mobile, celle-là, elle est fixe. Ça veut dire que c'est réfléchi. Le renforcement des moyens humains des douanes, de la police, de la gendarmerie nationale. La création d'un centre cynotechnique, c'est des chiens qui flairent, etc. Au centre pénitentiaire de Ducos, parce que c'est le grand marché du Ducos. Ça crée des problèmes, ça crée des tentations pour les gardiens de colporter. Ils se laissent... pour une part marginale, naturellement, mais il y a quand même de temps en temps des situations reprochables. Le renforcement des moyens humains de l'administration en pénitentiaire elle-même, donc il manque de gardiens, c'est pour ça qu'ils sont tendus, qu'il y a des clashs parfois. La coopération entre les polices municipales, par le biais de leur réseau de télécommunications municipales et puis les forces de sécurité intérieure, c'est toutes les autres, les gendarmeries, les mobiles, les fixes, etc. Et pour eux, c'est une première étape qui est initiale et qui est indispensable. Et donc, le président du Conseil exécutif a adressé un courrier à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Moi, je trouve ça très bien. Commentaire de Daniel. Oui. Moi, il me semble qu'il est important d'insister, notamment sur la question du radar, parce qu'on en parle, mais
tout le monde dit, on sait très bien qu'il y a des trafics qui arrivent par la mer. Il n'est pas normal que jusqu'à présent, l'État n'ait pas mis les moyens. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que comme le préfet Stanislas Cazel est parti et qu'il sera au ministère de l'Intérieur, donc on peut espérer qu'il pourra, parce qu'il a la connaissance du terrain, qu'il pourra appuyer la demande du président de la collectivité pour savoir qu'il faut mettre des moyens. Je voudrais ajouter aussi que sur la question des moyens humains, il y a une chose sur laquelle il faut insister, c'est les moyens, c'est-à-dire de personnes qui soient très formées, c'est-à-dire qui maîtrisent l'intelligence artificielle, les algorithmes, parce qu'il faut pouvoir connecter un certain nombre de renseignements. Donc il faut des hommes sur le terrain, mais également des gens dans les bureaux qui soient très, très, très formés. Nous le méritons. Le collège du Diamant va devenir le collège de Jeanne Nardal. Oui, alors tout à fait. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, Jeanne Nardal, c'est la sœur de Paulette. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Paulette Nardal et Jeanne Nardal ont eu une promenade à Paris en 2019. Paulette a eu son lycée Ducos, Centre-Sud, en 2021. Et maintenant, il y aura le collège Jeanne. Alors Jeanne, alors que Paulette était en anglais, elle, Jeanne, est en lettres classiques. Ouais. Donc, et c'est quelqu'un qui a une formation de haut niveau. Et avec sa sœur, donc, elle s'est occupée non seulement de l'animation du salon de Clamart, mais également, elle a écrit dans la revue Le Monde Noir. Elle a aussi écrit dans la revue La Dépêche africaine, qui était une revue qui était bimestrielle et qui était tirée à 15 000 exemplaires. Donc c'était dans à cette époque, et qui était donc pas seulement les Africains, c'était aussi les Noirs américains qui étaient là, les Caribéens, c'était tout ce qui était. Et quand elle est revenue ici, elle a été au lycée de jeunes filles, comme on l'appelait à l'époque. Elle a animé des conférences, dont une sur le chant nègre des États-Unis. Et c'était quelqu'un qui donc a promu la culture et la fierté, surtout l'estime de soi d'être noir. Et c'est quelqu'un qui avait une élégance, un port. Il y a aussi bien Zobel que Sablé qui en parle de l'élégance. J'ai zappé tout à l'heure, c'est ton voisin Serge qui voulait dire deux mots sur la sécurité. Ah non, c'était juste pour dire que la position de la CTM, enfin du Conseil exécutif, est particulièrement intelligente, à mesure où on dit deux choses avec cette décision. Premièrement, l'État n'a rien fait, puisque nous sommes dans l'insécurité totale. Et deuxièmement, voilà ce que nous aurions fait si nous avions le pouvoir. Je voudrais juste signaler sur les sœurs Nardel qu'on peut consulter. Il y a un article du Monde qu'on va sur Google qui est très complet et qui est passionnant, et sur le site Paulette Nardal au Panthéon, où on peut avoir beaucoup de renseignements sur la famille Nardal. Article que nous avions déjà commenté dans le cadre de cette émission. Christian, Renaud Muselier, peu importe qui c'est quand même un grand patron, qui attaque la gauche sale et débraillée, la NUPES. Et naturellement, c'est d'elle qu'il s'agit, elle contre-attaque. Tout ça, alors, Renaud Muselier, c'est un homme assez original, parce que vous savez qu'il était profondément UMP, dans un premier temps, RPR déjà, et UMP. Il a soutenu Sarkozy. Alors, rappelons qu'il a 59 ans, je crois, aujourd'hui. Il est député de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des grosses villes comme Nice, etc., Marseille, Avignon. Donc, c'est une région qui a une vitalité. Et c'est vrai qu'il s'est signalé par des positions qu'il a prises et qui ont entraîné effectivement des turbulences au sein de sa formation politique, puisque, dans un premier temps, vous savez qu'il a soutenu Sarkozy. Il a soutenu Sarkozy en 2017. Avant que Fillon soit désigné. Il a été l'un des premiers qui a débarqué, si je peux dire, du bateau Fillon, parce que quand il a vu effectivement la situation, il a exprimé son soutien à Macron, et puis il est resté. Et ce qu'il a renouvelé en 2022, il a été exclu de l'UMP, et aujourd'hui, effectivement, il a dû avoir, son élection, sa réélection, a été favorisé, bien évidemment, par le barrage qu'il y a eu au Front National. Oui, par le Front républicain. Voilà, le Front républicain, c'est-à-dire Renaissance, l'AREM, mais aussi la NUPES. La NUPES, on dit les deux. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est un peu exaspéré par les turbulences qu'il y a à l'Assemblée nationale, et il a pris une position assez radicale vis-à-vis de la NUPES, ce que la NUPES lui reproche. Oui. En clair, on voit moins, mais actuellement, qu'on cache les moins. Mais enfin, je veux dire que, d'un côté, je pense qu'il montre ce que ça peut être la flexibilité.
Vous voyez. Et de l'autre côté, on peut lui reprocher effectivement d'avoir des positions qui ne soient pas suffisamment tranchées. Ouais. Il faut trouver le juste milieu. C'est un homme flexible, rigide, quoi. Voilà, mais on peut dire qu'il est pragmatique aussi. Très bien. Enfin, En tous les cas, il il y a des formules assez amusantes. Vous représentez la République, vous avez une charge. Vous n'êtes pas une cour de récréation. Vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands. Vous devez essayer de vous comporter à ce niveau. Je dis ça parce que je me suis retrouvé dans les salons, mais enfin, avec des amis, où vraiment la conversation tournait autour du comportement de ces élus de la République. Et alors, donc d'aucuns de leur rappeler que c'est pas la première composition où il y avait du chahut, où il y avait du désordre, et que les débats à l'Assemblée nationale sont souvent, au fil des différentes composantes politiques, sont très, très chauds. Bon, mais enfin, il fallait qu'on en parle. Capitole, retour sur les heures sombres de la démocratie américaine. Je ne fais même pas l'introduction, je te laisse tout ton temps, Serge. Tout mon temps pour parler de la folie de Trump, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et son implication dans l'attaque du Capitole le 6 janvier. Alors, depuis, la commission du Congrès a eu 8 audiences qui ont permis de comprendre les méandres du cerveau, enfin, si on peut comprendre, et en y cherchant les raisons les conséquences de l'humiliation qu'il aurait subie contre Biden. Alors, donc, certains vont dire, mais il y va fort, mais c'est vrai qu'il y a eu tentative de subornation des institutions, c'est-à-dire de changer le rôle de l'institution, des menaces envers les responsables électoraux de certains États, des tentatives de saisie des machines de vote qui auraient été truquées, et puis le pompon, donc, c'est envoyer ses troupes sur le Capitole. Alors, depuis, donc, je dis, 8 audiences, il y a eu plus de 1000 témoins à huis clos, dont des anciens républicains, et plus de 120 000 documents certifiés. Et à la sortie, ça ferait une belle série pour Netflix ou pour Disney. Parce qu'en plus, les républicains ont mal joué, parce qu'ils ont boycotté, bon, peu importe les raisons, mais que les rares républicains qui sont allés, ils ont été des témoins à charge contre Trump. Parce que, notamment en citant la team crazy de Trump, c'est-à-dire les conseillers autour de lui. Je rappelle que crazy en français, c'est fou, donc une équipe de fous, notamment avec l'ancien maire de New York, M. Rudy Giuliani, etc. L'enquête, alors je cite, l'enquête confirme l'acharnement obsessionnel du président Trump à faire plier le département pour ses objectifs illégaux, etc. Alors pour la commission, on me dit, ouais, mais est-ce qu'il n'y avait pas des institutions qui pouvaient contrôler ? On a découvert que, par exemple, le Secret Service, qui est responsable de la protection du président, ils ont laissé faire. Que le FBI et la police ont systématiquement sous-estimé les dangers de ce qu'on appelle le terrorisme domestique blanc. Parce que depuis un bail pété aux États-Unis, c'est les Arabes, c'est les Noirs, c'est tout. Mais en fait, là, il s'agit de terrorisme domestique blanc. Alors, on va se dire, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, il y a déjà eu 700 personnes mises en examen, enfin, inculpées. Enfin, je parle devant des juristes. 150 pour attaque de policiers, 50 pour conspiration, 78 ont été condamnés, dont le fameux Shaman QAnon. Vous savez, l'espèce de gars avec un déguisement déguisé et tout. Alors on découvre, ça va continuer parce qu'il y aura une 9e audience en septembre, parce qu'il faudra décider si on met en place une enquête pénale contre Trump. D'ailleurs, il y a déjà un procès qui est lancé en Géorgie par la procureure sur la tentative de subornation des élections dans l'État de Géorgie. Et puis, il y a encore des gens qui ont refusé de répondre de Giuliani à cause du 5e amendement. C'est le fameux... Alors, j'ai cherché, le 5e amendement dit que je ne peux pas... Enfin, témoigner contre moi. C'est le turpitude... Voilà. Allégance. Je ne peux pas... vous ne pouvez pas utiliser ce que je dis contre moi, grosso modo. Alors, on va y avoir... Vous ne pouvez pas me contraindre à vous donner des arguments pour que vous puissiez me condamner. Mais d'une façon ou d'une autre, avec ou sans Trump, les États-Unis se préparent à un avenir autoritaire d'extrême droite. Je ne joue pas à Nostradamus, mais ça, on le sent. Pourquoi ? Parce que quand on sait que 6 électeurs républicains sur 10 estiment que l'attaque du Capitole, c'est une petite manifestation légitime, vous dites, et si Trump y passait ? Mais Trump, en cas de réélection, il a promis de gracier tous les émeutiers du 6 janvier 2021. Trump plus fort que le doigt, c'est peut-être la question.
très beau résumé parce que je peux. T'as eu ton bon premier là, Alors, je peux dire que je vais balancer des fiches qui devaient recueillir normalement 3 jours d'études. Et j'en ai cherché d'autres. Et tu l'as cherché. C'est-à-dire que tu as mordu à l'hameçon. Je le savais. On va passer au sujet de la société mondiale, internationale, et martiniquaise, je crois. Société. Le pape François a présenté le lundi 25 juillet des excuses historiques au peuple amérindien canadien, les peuples premiers, demandant pardon pour le mal fait pendant des décennies. Voulez-vous, s'il vous plaît, développer ce sujet, Oui, Madame Nadia? développer ce sujet, des excuses qui étaient attendues. Pour remettre des éléments de contexte, il faut savoir que l'Église catholique, avant les scandales sur... je vais dire les scandales sexuels, pour aller vite, qui ont éclos ces temps derniers, avait déjà commencé un travail sur elle-même et sur les exactions, entre guillemets, que l'Église avait pu commettre au cours des années. On s'en souvient notamment, c'était en Irlande, les Magdalena Sisters, où des monastères, des pensionnats qui étaient tenus par des religieuses, avaient fait preuve de violence envers donc les pensionnaires, qui étaient donc des jeunes femmes, la plupart du temps des filles mères, mais aussi des enfants, poussant à des adoptions, enfin des choses qui étaient quand même assez atroces. Et aujourd'hui, donc, le pape continue cette tradition, pas de repentance, mais plutôt la relecture de l'action de l'Église catholique dans les sociétés dans lesquelles elle est, dans le monde, avec donc des excuses, je disais, qui étaient donc attendues. Il faut bien comprendre que là, on parle des peuples, ce qu'on dit les peuples autochtones, qui eux-mêmes, ce sont les premiers habitants donc, du Canada, les Inuits, qui, pendant de nombreuses années, avec le gouvernement canadien, ont subi 1001 contrariétés et humiliations. L'idée étant, bref, de les éradiquer, tout simplement. On peut parler de génocide, enfin, qu'importe ce qu'on pourra dire dessus. Et là-dessus, le gouvernement canadien a déjà entamé sa démarche de mea culpa. Le gouvernement canadien, mais aussi les autres églises, notamment l'église anglicane. Et quelque part, de façon un peu perfide, j'ai envie de dire, c'était autour de l'église catholique, et pour cause. Ce pape François, celui qui a, sans entrer dans des considérations vraiment prosélytes, est le premier à avoir instauré, par exemple, une année de Saint François, de Saint Joseph. Je dis ça pourquoi? Parce que le Canada, c'est le seul pays au monde à s'être mis sous le patronage de Saint Joseph. Tous les autres, c'est la Vierge ou d'autres, mais lui, c'est Saint Joseph. Et c'était d'autant plus important que les autochtones qui sont peut-être pas une grosse partie de la population canadienne, quand on regarde en masse, mais qui sont, n'empêche, les premiers, ceux qui sont toujours là, et à qui la terre appartenait, finalement. L'Église catholique a quand même géré plus de 60% des pensionnats dans lesquels ils étaient, et l'Église a contribué au processus d'éradication de ces peuples avec... notamment les adoptions forcées. Il n'y a que les adoptions forcées qui me viennent en tête. Mais des sévices de toutes sortes aussi. Voilà, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, oui, de façon institutionnalisée. Et finalement, l'Église a contribué à ça. Et donc, ce pardon, il était attendu. Sachant que, le pape lui-même, il le dit, c'est un premier pas, parce que c'est nécessaire, mais il faut continuer aussi à œuvrer à l'intégration et à la reconnaissance véritable de ces peuples. Je viens sur vos terres natales pour vous dire personnellement combien je suis affligé, pour implorer de Dieu pardon, guérison et réconciliation, pour vous manifester ma proximité, pour prier avec vous et pour vous. Ce sont les propos les plus forts que j'ai. Il y en a eu, il y a eu des discours, des déclarations du pape, c'est ça la sentence, il dit bien réconciliation. Au sens anglais du terme, il parle de réconciliation parce qu'il sait qu'il y a... Pour l'avenir, pour la suite. Absolument. Daniel, oui. Tu as réagi quelque chose sur ce sujet? Oh ben oui, moi je trouve que c'est effectivement, on attendait ça. Je crois que cette démarche, elle est importante, que ce soit... Il y a aussi la question, il y a les sévices sexuels, il y a les Inuits, il y a l'esclavage aussi, le travail de reconnaître ce qui a été. Moi, je crois que c'est important et qu'il faut le saluer, quoi. Il y a une chose qui m'a interpellé en lisant dans la répartition des rôles. Je ne pourrais pas faire de commentaire. C'est toi qui es la principale commentatrice. Je n'ai même pas dit ça aux autres camarades.
puisque ton programme est très léger cette fois-là. Mais nous avons quand même eu un peu premier ici qu'on a éradiqué. On lui a filé des maladies, on lui a filé des trucs. Il y a un sketch de Dieudonné où il explique qu'on leur donnait des couvertures avec le typhus, avec la variole là-dedans. Bon, ça, c'est le côté humoristique pour traiter une chose très grave. Mais on a éradiqué ici un peu premier, quoi. Alors, il faut quand même. Et pourquoi nous ne sommes pas plus concernés par eux? Il faudrait peut-être qu'on fasse chez nous une réflexion sur ça. On est préoccupé par l'esclavage, la traite, qui est quelque chose d'inadmissible. Oui, mais pourtant, il y a quand même un travail qui est fait par le musée, notamment qui se trouve donc à la rue de la Liberté, face à la savane, qui est consacré justement à tout l'art amérindien, avec des séances régulièrement, chaque année, et même toutes les vacances scolaires, il y a des ateliers pour les enfants. C'est très formateur pour que les enfants découvrent aussi bien tous les mots qu'on utilise couramment jusqu'à présent, qui viennent des Amérindiens. Donc peut-être qu'il faut le faire davantage, mais il y a un vrai travail quand même qui est fait. J'entends bien, parce que je suis allé avant, il était sur la savane de Fort-de-France, il y a toujours le musée, mais c'est ça. Oui. Bon, effectivement, mon épouse a amené des artefacts, des copies. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais pourquoi dans nos pensées, dans nos préoccupations, on ne se dit pas qu'ici, il y avait un peuple, surtout qu'on utilise encore une grande partie de leur langage. Dans notre vocabulaire, il y a un tas de mots qui relèvent oui, hamac. Oui, voilà. Et pourquoi on n'est pas idéologiquement? Oui, surtout, il y a une chose que les gens ignorent beaucoup, c'est que le seul traité qui existe entre la France et les habitants de la Martinique, c'est avec les représentants des Caraïbes de la Martinique. C'est ça. Il y a un véritable traité qui a été signé. Ah oui, quand il y a eu puisqu'il y a eu une opposition entre eux, et puis il y a eu le partage. Donc les Caraïbes étaient du côté de la côte atlantique, Sainte-Marie. Et il y a eu un traité qui a été signé, le seul traité qui existe. On va se promettre de traiter un petit peu. La seule chose, c'est que je ne suis pas d'accord sur le mot éradiquer. On n'a pas éradiqué parce que les Caraïbes se sont mélangés au reste de la population. Et comme je le dis, avant 1635. Les 70 premières années. Ouais, avant 1635. Non, on ne va pas en discuter là, mais il n'y a pas eu d'extermination des Caraïbes au sens premier du terme extermination. C'est un faux historique, à mon sens, et comme beaucoup d'historiens, enfin moi je ne suis pas historien, mais des vrais historiens pensent que c'est faux. Parmi les sujets culturels de fond pour ces vacances, tu devras traiter ça. Le traité, c'est vraiment pas la firme avec l'allure du sachant qui a enseigné l'histoire, mais tu vas donner des arguments. Le cardinal Michael Zerny appelle tous les chrétiens à se rassembler pour célébrer le doux chant de la création et répondre aux cris amers de la création pendant le mois du temps de la création. 4 fois création. Alors, c'est à toi de développer. Oui, mais ça encore, ça fait... Là, il m'avait donné un truc pour m'éclater, puis là, ça, c'est le petit truc qui va glisser dessus. Non, tu vas t'éclater, t'inquiète. Non, je ne m'éclate pas, parce que des fois, je me demande si on n'est pas obligé de parler du climat pour être tendance. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'institutions qui ne vont pas de leur couplet, voilà, autour du Saint-Siège de l'Église catholique, pour être honnête. C'est depuis 2015, avec notamment la mise en place, je reviens de le dire, le temps pour la création, qui est, j'ai remarqué, c'est un temps de prière et d'action en faveur de la terre, de l'environnement, des populations les plus touchées par le changement climatique. C'est bien ça. Hein? Oui. Alors les mécréants, comme toi, pas que, diront que la prière ne suffira pas. D'ailleurs, le pape François parle de conversion écologique et de conversion spirituelle. On comprend mieux quand on nous explique qu'il faut convertir la façon dont nous produisons, distribuons et consommons. J'entends certains qui disent, mais ce sont que des mots. Mais si je rajoute que le cardinal en question dit, de nombreuses institutions catholiques désinvestissent des entreprises de combustible. Investir, désinvestir, église, économie, production, pollution. Est-ce que je dois comprendre que l'église est tellement attachée à l'économie dite capitaliste qu'elle serait responsable aussi du réchauffement climatique? C'est la question du mécréant. Il y a du boulot. Alors, si j'ai bien compris, il s'agira de transformer les paroles et les souhaits du pape François et de l'Église en actions concrètes. Alors, j'ai cherché des actions très concrètes qui aideraient à freiner le réchauffement climatique en dehors des prières, des chansons, des poèmes. J'avoue ma déception. Et histoire de ne pas choquer,
je le tiens à le dire, et de rester respectueux des convictions de chacun. Je préfère arrêter là. Mais comme pour les autochtones, le pape aurait fait un pas en avant, mais il faudrait, c'est un petit conseil que je lui donne, il faudrait qu'il soit encore plus audacieux face aux multinationales et aux dirigeants des pays pollueurs, les vrais pollueurs, principalement ceux du G20. Mais comme il a l'intention de démissionner, peut-être que celui qui vient après lui sera encore plus audacieux, et ce serait tant mieux pour la planète. Daniel. Oui. D'abord, on se souvient de ce que disait Nadia quand elle a commencé, en disant que nous avions consommé toutes les ressources disponibles de la Terre. Donc, je pense que ce n'est pas pour être à la mode qu'on parle... On précise la date le 28 juillet. Oui. Donc, ce n'est pas pour être à la mode. Le problème du réchauffement climatique est réel. Et moi, je pense qu'il serait très intéressant, même quand on n'est pas croyant, même quand on n'est pas pratiquant, de lire l'encyclique Laudato Si. Monseigneur, alors j'ai l'air très savante, mais dans le cénacle qui s'est déroulé pendant le festival, il a beaucoup évoqué, c'était le réchauffement climatique est-il une punition de Dieu, et il a beaucoup fait allusion à l'encyclique Laudato Si, et dans laquelle le pape parle de la terre comme étant notre maison commune. Et moi, je pense que quand on fait intégrer à chacun cette notion que la terre est notre maison commune, ça fait en sorte qu'on est un peu plus respectueux chacun. Parce que si chacun se met à être plus respectueux de l'environnement, il y a peut-être une chance pour que le réchauffement climatique ne soit pas exponentiel. Juste un petit rappel pour dire que le pape François, effectivement, ne serait-ce que le choix de son nom François, dès le début de son pontificat, il rappelle son attachement aux questions environnementales. Indépendamment de la mode, parce que François fait référence donc à Saint François d'Assise, celui-là même qui et le saint patron, on va dire, de tout ce qui est écologie, parce qu'il respectait particulièrement la nature. Et donc, avec son encyclique, il réaffirme cet événement. Et c'est vrai que tu as évoqué, Serge, rapidement, un fait qui, pour le coup, n'est pas nouveau, il n'appartient pas qu'à l'Église catholique. On appelait ça avant les synefondes, à savoir porter l'action à l'endroit où ça touche, donc de façon économique, et faire le choix de ses investissements. Donc, on ne met plus son argent on n'investit plus dans les fonds qui utilisent donc des énergies fossiles, ou par exemple ceux qui ont je disais les signes parce que ceux qui font l'apologie du jeu ou de la prostitution et autre chose. Et donc, ce sont aussi des actions très concrètes et qui sont en lien avec la société telle qu'on la connaît. Absolument. Mais on ne traitait pas, je n'étais pas confié la charge de traiter de toutes les dispositions de l'Église catholique à propos de le temps de la création. Voilà, mon cher Serge. Mais tu vas t'occuper peut-être d'élargir le panel et de nous faire un sujet. Non, mais je peux dire ça publiquement, j'aime pas ces trucs-là. Les trucs de croyances religieuses, c'est pas mon truc. Tu es un peu contradictoire. Je le crois quand même. La dernière fois, tu nous as expliqué j'aime pas ça. Mais ça finit. Tu nous as expliqué avoir eu un contact avec une obédience quelconque. Non, pas du tout. J'ai aimé les chants, j'avais aimé les chants. Mais c'est le commencement. J'ai aimé les chants, parce que j'aime la musique. Daniel, on va, après avoir un petit jingle sur la culture. Oui, le festival culturel. Oui. Le festival culturel, c'est terminé. C'est terminé samedi 30 par une soirée Bellec dans le parc Aimé Césaire, une soirée qui était en hommage à Hélène Havre. Et ce festival était, me semble-t-il, vraiment un très bon cru, parce qu'il y a eu des choses de très bon niveau, mais il y a également eu pour tous les publics. Il y a eu les quartiers, il y a eu le jeune public, il y a eu les personnes qui aimaient de la musique classique. Il y a eu notamment un concert à la cathédrale à 21h30 qui a duré 1h30 avec des intervenants, dont Leïla Brédan, qui est une cantatrice guadeloupéenne, mais avec une voix vraiment céleste, on pourrait dire, parce que c'est la cathédrale. Mais ce sont que ce soit elle ou le pianiste, ce sont des personnes qui sont au premier prix de conservatoire, qui se produisent dans les scènes internationales. Donc c'est vraiment du très haut niveau. Il y a eu le cénacle sur l'addiction, la cyberaddiction, qui était vraiment très intéressant, avec de façon anecdotique l'intervenant suisse qui est professeur. Au moment donné, il a plu, et donc de façon, tous les parapluies se sont... on est habitué au cénacle. Quand il pleut, personne ne part. Et lui, il s'est arrêté.
Il a dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, je peux prendre une photo pour que je ramène, parce qu'on va pas me croire quand je vais raconter ça. Donc c'est mignon. Donc il y a eu vraiment, les cénacles étaient passionnants. Le théâtre, il y a eu des pièces. Il y a eu une pièce qui était mise en scène par Cito Cavé, qui est donc un auteur haïtien, qui a été à un moment donné acteur des Crues d'Or. Donc c'est très ancien, ça remonte à longtemps. C'était vraiment de très bonne qualité, de très bonne tenue. Enfin, j'ai passé un mois très agréable. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde tout le temps. Il y a un public pour chaque thématique. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver le coût de l'opération, le budget du festival? Oui, parce que ça a été... Je ne l'ai pas, mais il suffirait de de suivre la séance du conseil municipal qui a adopté le budget, parce que le budget du festival est voté en conseil municipal. Sachant que ce n'est pas le festival qui a coûté le plus cher. Hein. Ce n'est pas l'édition la plus onéreuse. Elle est aux alentours d'1,2 million, je crois. Et ils ont déjà... Oui, pas mal. Oui, tout un festival pendant un mois, avec vraiment de façon protéiforme et tentaculaire. C'est quelque chose de vraiment... Oui, avec des gens qui viennent d'Ukraine, qui viennent de Trinidad, qui viennent de Guadeloupe, qui viennent d'Haïti, et avec des artistes qui sont, il faut le dire, convenablement rémunérés. Et aussi qui fait la promotion d'artistes locaux. Oui. Voilà. Absolument. On va parler de cinéma, si vous voulez bien. On va parler de The Gray Man. On va parler de cinéma à la maison. Ouais. The Gray Man, c'est un film de plateforme, c'est un film de Netflix. Et en fait, ce film qui est comme un blockbuster, ce sont, rappelez-vous, les films à grand spectacle, d'action pure, qui sont formatés pour les grandes vacances. Quelques exemples. Comprenez à l'extérieur. Marvel. Alors, il y a les Avengers, mais ça, c'est dans la partie fantastique, mais il y a surtout les Fast and Furious. Ah, bravo, il y a un monsieur qui suit. Ou John Wick. Oui, bravo. Donc, je dis c'est blockbuster pour l'été. Hein. Bon, pour nous, on dirait les vacances. Et donc, Netflix continue à côté de ça, Netflix continue sa stratégie commerciale et de s'opposer véritablement, de concurrencer en tout cas les studios, puisque The Gray Man sort donc en ligne lorsque la Fox ou Columbia, je ne sais plus, sort Bullet Train avec Brad Pitt. Donc il faut bien comprendre que ce sont deux films d'action qui s'affrontent, mais sur deux terrains, de supports, différents. The Gray Man, c'est vraiment le film le plus cher de Netflix jusqu'à présent. Je crois que c'est 100 millions de production. Et puis c'est vraiment ce qu'on appelle une grosse tête d'affiche. Hein. On a à la réalisation les frères Russo. Les frères Russo, c'est ceux qui ont réalisé le film jusqu'à présent qui a fait le plus d'audience au monde. C'est Avengers, tu disais, Endgame, près de 4 milliards de dollars. On est bien d'accord, ça sonne? Ok. Donc c'est eux, avec donc en tête d'affiche, on est dans de la bogositude affirmée, avec donc Ryan Gosling et Chris Evans, qu'on connaît tous comme étant Captain America. On connaît tous ça, hein, pas vrai, Daniel? Oui. Et ensuite, où ils ont vraiment, où Netflix est vraiment très fin, c'est qu'ils choisissent d'adapter un roman qui est donc d'un auteur reconnu, un auteur qui a écrit notamment avec Tom Clancy, le père du techno-thriller. On connaît la série Jack Ryan. Et donc cet auteur qui a écrit donc un héros qui s'appelle The Gray Man, il est auteur de 12 romans. Donc ça veut dire que le succès de il y a de la suite dans les idées. Le succès de celui-là augure d'ores et déjà de 1, 2 et 3. De suite potentielle. Et donc, au fait, ça parle de quoi? The Gray Man, c'est un... Ne spoil pas comme disent mes filles. Non, je ne vais pas spoiler, t'inquiète. Je ne vais pas divulgacher. Pour parler français. The Gray Man, c'est un chasseur, un tueur à gages plutôt, qui se retrouve pris pour cible. C'est vrai que c'est le même synopsis à peu de choses près de John Wick, mais c'est surtout du cinéma à la maison. Il y a de l'action en permanence, c'est-à-dire qu'à aucun moment on a le temps d'aller dans son frigo chercher quelque chose parce que boum, on rate une scène d'action. Ensuite, on n'est pas dans la subtilité. Hein. C'est vraiment didactique. Chaque scène se passe. On sait très précisément où, on sait très précisément quand. Il n'y a aucune subtilité. On n'est pris dans aucune magie, mais c'est de l'action boum boum boum. Et il faut le dire, ça fonctionne. Je parlais de bogositude. J'ai oublié de signaler qu'il y avait également à l'affiche Regé-Jean Page.
que tout le monde que tout le monde connaît pour avoir été le duc de Hastings dans la série de Netflix toujours, le duc de Bridgerton. Puis-je vous faire un aveu? Tu l'as vu? J'ai vu. Pas endormi. Non, et je me suis endormi. Ok, Non, je ne me suis pas endormi, mais j'ai somnolé à un point où je ne comprenais plus rien et où je me suis dit, je vais demander à Nadia de m'expliquer. L'avantage de ces somnolences pendant ce genre de film-là, c'est qu'on peut les revoir 3 ans après. On se dit bien qu'on l'a déjà vu, mais on oublie tout. Je suis très content de ta remarque parce que j'avais dit à mon épouse avec qui j'ai regardé Greyman, je serais méchant, mais tu m'évites de dire des choses. Non, mais je l'ai dit moins méchamment que toi, parce que je vais le dire souriant. Quand tu dis des choses comme ça, ton visage se ferme. J'étais méchant. C'est extraordinaire. Tu as vu Greyman? Moi, je n'ai pas vu Greyman. Et j'ai même essayé de voir John Wick pour comparer les deux. Donc, Daniel, tu n'as pas de commentaire à faire sur les blockbusters. Alors, il y a quand même un commentaire. Je t'ai dit qu'il y a de beaux gosses. Est-ce que les blockbusters... Non, mais la question, elle est simple. Est-ce que c'est du cinéma ou est-ce que c'est quelque chose d'autre que le cinéma? C'est ce genre de truc où c'est aussi recette où on met les ingrédients. Si on compare à la musique, est-ce qu'on pourrait faire de la musique comme ça, on met ça, on met ça? Absolument. Et c'est bien la force de cette industrie, de cet art qui est aussi une industrie. C'est-à-dire, regarde, Steven Spielberg, c'est le champion, c'est le maître en la matière. C'est lui qui a inventé le blockbuster avec Jaws, Les Dents de la Mer. D'accord, c'était dans la fin des années 70. Et finalement, quand tu regardes sa filmographie, Steven Spielberg, il fait un film, il fait un blockbuster, un film donc, qui rapporte beaucoup, qui est vide intellectuellement, et à la suite de quoi il finance un superbe film. Oui, c'est pour ça que je me dis, est-ce que cette phase... La liste de Schindler, Amistad, ce sont des films qui ont été financés par les films précédents. Oui, mais c'est parce que ça finance ça que c'est du cinéma. Mais c'est du spectacle. Mais à tout moment, tu reconnaîtras que Steven Spielberg est un véritable cinéaste. Oui, maintenant, il a compris le système. Christian, allons parler de musique. Mais parlons de musique, si vous voulez. Christian, les grands patrons, qu'est-ce que ça te dit? Je ne veux pas faire, pour parler cinéma, je suis resté très souvent au cinéma italien. J'aimais tellement le cinéma italien, enfin, je ferme la parenthèse. Oui, parle-nous des grands patrons. C'était avant. Alors, les grands patrons, c'est un concept, à mon avis, assez original, posé par Jean-Michel Gabrimol et puis l'équipe de Mario Canonge et Ralph Tamar. On devrait avoir un petit bout de musique. Alors, les grands patrons, je dis concept, et là, il sillonne la Martinique à travers, effectivement, cette jonction, si je puis dire, de 2 styles musicaux, mais aussi de personnages, de personnages dont la longévité musicale, elle est là, la compétence, la qualité, absolument, la diversité. Alors voilà, j'ai eu l'occasion de les voir à la Ferme Périne, Alex Bernard à la contrebasse, Dominique Bougrainville, Ralph Tamar, tout ça, absolument. Ils étaient à Château-du-Buc la semaine dernière. Ils étaient à Château-du-Bec avec le parc naturel régional. Voilà, alors c'est un concept qui me paraît très très original et bien évidemment. Il n'y a pas du tout de son, donc ce serait bien qu'on donne quelques secondes de son. Apparemment, il n'y en a pas. Voilà, donc je pense, vous savez, les artistes sont amenés à créer des concepts aujourd'hui. Il faut créer des concepts pour pouvoir jouer, pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau et ça fait partie de cette jonction de 2 formations. Alors, Jean-Michel, dans le répertoire qu'on connaît, mais un répertoire très puissant, très dansant. Et Ralph et Mario dans la performance Begin, développée, Mazurka. Alors, comme j'ai eu la chance d'entendre le son parce qu'il faut vous dire que le doigt que vous voyez là, c'est le doigt de Christian. Les images sont de Christian. Mais apparemment, la technique estimait que ton son était naze. Il a mis pas le son. La captation n'était pas optimale. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est très bien. Moi, je te félicite, même si la technique n'a pas l'air de faire. D'être d'accord. Mais il y a une chanteuse, c'est qui? C'était qui chante avec Ralph? Comment ça s'appelle? C'est les petites voix. Pourquoi je me dis de nom? C'était pour faire la transition avec Léona Gabriel. C'est bizarre, en plus on se connaît très très bien. Non, mais c'est bon faire la très bonne chanteuse. La transition avec elle a chanté aussi avec Alain Jean-Marie beaucoup à Paris. On va pas si tu veux à Léona Gabriel. Oui, alors tu m'as demandé de parler un petit peu de Léona. Alors Léona, vous savez, c'est quand même un personnage extraordinaire dans la vie musicale. En plus, je le souligne, c'est une femme. Parmi les premiers compositeurs, le premier gens qui ont fait un répertoire, c'est Léona Gabriel. Léona Gabriel est née en 1891 à Rivière-Pilote. À 14 ans, elle a perdu son père très rapidement. Son père est mort d'un accident. Sa mère est morte de chagrin quelques mois après. Vous vous rendez compte, à 14 ans, elle se retrouve sans parents et elle part vers la Guyane.
En Guyane, elle étudie un peu, elle fait le secrétariat, dactylo, et puis après, elle postule pour travailler au Canal de Panama, dans une société du Canal de Panama. Elle reste un certain nombre d'années, et après, elle part en France, en 1920, elle part en France, où elle rejoint... Enfin, elle a rencontré après Stelio et elle est devenue la grande chanteuse. Alors, il s'était marié entre-temps avec, je ne sais pas si c'est un métropolitain, mais enfin quelqu'un de l'Europe, et qu'il a un petit peu encadré, qui a travaillé avec elle, et son talent de chanteur et de compositrice aussi, parce que je vais vous donner un petit peu la lecture d'un certain nombre de chansons. Mais je crois qu'on peut entendre un petit peu quelques mesures de, par exemple, Alexandre Paty. C'est la première vidéo que j'avais signalée à la technique. Alors, elle a travaillé longtemps avec Alexandre Stelio, elle a travaillé aussi avec Ernest Léardé. Il y a des établissements comme La Boule Blanche, par exemple, à Paris, le Bal Blomé, tout ça, elle a travaillé tout ça. Elle a été enregistrée en 1931 avec Alexandre Stelio également. Alors, quelques chansons de Léona Gabriel. C'est celle-là, par exemple, Alexandre Paty. Là, les téléspectateurs vont l'entendre. Tout ça, moi, prends qu'à quitter moi. Petit pour les mulattes chinois, c'est pour 8 jours toutes les mois. Quand c'était tout, il y avait moi, t'es croché pour toute la vie. Mais quand t'es né 8 jours aussi, Alexandre oui, avec son recueil. Je peux continuer alors? Oui, tu peux continuer. Donc, quelques chansons, à s'y paraît. Si vous pouvez fredonner avec moi, si vous voulez. Hein. Voilà, Ami Wowo. Tifi a ça au café là. Voilà, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Ok? Jouez moi, bah moi ni non, bah moi ni non, moi. Et chaque fois, parole et musique, c'est elle, hein, attention. Absolument. Saint-Pierre Tény en Regina. C'était un crème à la vanille, tout ça. Alors, Aline Volée, Aline Alors, à propos de Regina, Aline, on a une interprétation, voilà, par un groupe cubain, les Troubadours, les Bonavista Troubadours. On peut mettre le son de Regina Coco. Mettez le son, la technique. Regina, Icadamia, Shamgatson, Robertifico Regina, Robert Chabinco Regina, Robertifamco Regina, Icadamia, Shamgatson. Ah bon, voilà. Et puis ensuite, tu vas continuer. La version. Bon, et puis mettons la version de Léona Gabriel elle-même. Après Buena Vista Troubadours, Regina Coco par Léona Gabriel. On va avoir la version, si vous voulez, puis ensuite tu reprendras la parole. D'accord, fais-moi signe. Un grand signe. Que tu me dises quelque chose. Si je dis Doudou Guitan, tu dis à pas au souhait là. Vous connaissez pas ça? Si, au carnaval. C'est ça. Eh bien, ça, c'est aussi Léona Gabriel, Alexandre Paty, La Fête Gondot. Oui. Hein, voilà. Donc, il y a tout un répertoire. Alors, ce que je peux dire, là, je montre ça. Ça, c'est la Martinique. Quand Léona est revenue en Martinique, elle a écrit ce bouquin-là. Mais c'est très important. Parce qu'en plus de son talent de chanteuse, en plus de son talent de compositrice, auteur-compositeur, si je puis dire, elle a aussi eu le souci de garder la mémoire. Et elle a écrit, là, nous avons toutes les chansons de Léona. Alors,
première information, c'est qu'il y a beaucoup de chansons de Léona qui sont sur ce livret qu'on ne connaît pas. Et il est vraiment important de pouvoir faire un travail, là je parle au CMM, de revitalisation de ces chansons. C'est le comité bancaire de la musique. Absolument. Voilà, premièrement. Donc, ça m'a flanqué la responsabilité. Et deuxièmement, Léona, indépendamment de ses chansons, elle a retranscrit les chansons de la tradition, des chansons d'auteurs inconnus. Et je peux vous donner quelques titres, par exemple, Adieu Foulard, par exemple, Madias, Grand Automobile, Moi descendre de Saint-Pierre, Banzawa, Marie-Clémence, qui ne sont pas de Léona, mais qu'elle a retranscrit. Voilà. Et puis pour terminer, Edamiso, c'est Edamise O. Ah. Absolument. C'est comme Amiwo, c'est A. Miwo. C'est ça. Ah. C'est pas Amiwo, c'est A. Miwo. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, ce travail qu'on a fait sur nous-mêmes. C'est ce passé qui fait qu'on peut voir que la scène réseau à Vienne a connu la participation du quartet de Xavier Belin. C'est toujours à toi la parole. Alors Xavier Belin, tu me fais parler de Jazz à Vienne. Je rappelle que Jazz à Vienne, c'est cette grande manifestation dans laquelle Begin Jazz Collective a participé, en première partie de Gregory Porter, et remporté un succès foudroyant. Et aussi, il y a des scènes de révélation. Ça s'appelle la scène réseau, ça s'appelle la scène de Cybèle. Donc chaque des musiciens peuvent postuler. Il y a un comité qui va un petit peu écouter tout cela, et on va sélectionner ceux qui seront sélectionnés pour la scène de Cybèle. Et ceux qui sont sélectionnés pour la scène de Cybèle, parmi eux, le gagnant va passer au prochain festival, et il est pris en charge aussi par le Festival Jazz à Vienne pendant 1 an. Wow. Donc vous voyez, c'est la dynamique. Ah oui, c'est vraiment... Et j'insiste parce que nous, Begin Jazz Festival, nous sommes partenaires de Jazz à Vienne dorénavant. Ça veut dire que nous avons une capacité, bien évidemment, si nous trouvons des artistes, si nous trouvons des projets, de favoriser, si vous voulez, leur présence à Jazz à Vienne. Alors Xavier Belin, qui est un jeune Robertin, qui était à l'école de la musique au Robert, qu'il a appris par l'école de musique, il est passé, rappelons que Xavier Belin, c'est lui qui a rendu hommage à Jackie Bernard à Tropicatrium en faisant un concert magnifique. Et cette année, il est passé à la scène réseau à Jazz à Vienne. Parle-nous de Begin Jazz. Voilà. Non, mais c'est très important parce que c'est un beau musicien. Alors, tu veux que je parle de Begin Jazz? L'événement du 21. L'événement, alors, nous faisons un festival Begin Jazz en 3 parties. Alors, premièrement, ce que je dois reconnaître, c'est que nos jeunes ont eu le nez fin. Parce que vous savez que pendant les vacances, il y a tellement de manifestations qu'il a fallu mieux de ne pas concentrer tous nos efforts sur le mois d'août. Donc, c'est pour ça que nous faisons un festival en 3 phases. Un before, ce qu'on appelle le before, le 21 août, avec la participation de la collectivité territoriale qui nous soutient, avec Groupama et puis quelques comité martiniquais du tourisme également. Absolument, le comité martiniquais du tourisme. Et nous faisons le before, c'est-à-dire la prestation du produit que nous avons créé, Begin Jazz Collective, qui vient de remporter tous ces succès-là en France. Ils vont jouer, ils vont faire un concert unique au Parc des Floralies le 21 à partir de 16h30. Voilà. Et puis, le festival va se décliner en 2 opérations encore. Une première opération le 22, 23, 24 septembre, je crois, où il y aura 6 formations, mais ce sera au nord. Et puis, il y aura aussi ce qu'on appelle Bétafé. Bétafé, c'est une rencontre professionnelle, parce que j'insiste dessus, et tu en parlais la dernière fois, il y a beaucoup de professions. Il y a des tourneurs, il y a des mécènes, il y a des attachés de presse, il y a des techniciens, voilà. Aujourd'hui, il est important, et puis il y a des directeurs de salles, il y a des directeurs de festivals. Alors, nous avons un certain nombre de contacts, et nous avons invité un certain nombre d'opérateurs ici, de manière à ce que nous puissions être confrontés vraiment à l'économie de la musique, et faire en sorte que nous puissions trouver des réseaux, parce que notre musique ne peut pas vivre uniquement ici. Il faut qu'on puisse aller à l'extérieur. Il faut qu'on puisse aussi montrer notre production à l'extérieur. Donc ces gens-là viendront et nous allons entamer un certain nombre d'échanges, de réflexions sur l'économie, sur les métiers, sur le développement, sur les stratégies. Merci, la constitution de la filière. Donc c'est vrai, nous allons faire ça entre le 22 et le 25 septembre. Et puis nous allons terminer le 1er et le 2 octobre en faisant probablement 6 concerts dans le sud. Mais nous aurons des Réunionnais, nous aurons des Martiniquais. Nous aurons l'occasion de décrypter tout ça, d'en reparler. Nous essayons de... Je vous remercie d'avoir été aussi efficace, complet. N'est-ce pas? Absolument. Oui. Daniel, le travail était léger aujourd'hui. Tout à fait. Christian. Toujours très lourd, mais... Que vive à la musique. On a pour terminer en réalité une
peu de poésie en créole. Pour une fois, j'ai enlevé un peu de musique. Il y a de la musique quand même. Oui. Je vous salue, bien bas. Je vous salue les téléspectateurs. Je leur dis à la semaine prochaine, même heure. Enfin, il n'y a plus beaucoup d'heures. Donc, aux mêmes heures, au même endroit, Citata. À bientôt. Dis-moi, mon Dieu, pour qui c'est eux qui fait noir, quoi, complot à nègre, c'est complot à chien. Pour qui bon dit si eux qui dit nègre pas savoir nègre pour tes sacs. Pour qui bon dit aussi nègre qui a des teintes à fausse imiter. Pour qui ça faut nous prendre tout ça fait avant nous prendre sentiment. Pour qui ça faut toujours nous commencer à chercher libérer pays en nous. Sa parole couillon craché, c'est ça nous voulait aller gober. Dis-moi mon Dieu pour qui nous sommes vomi maman pour nous valer belle-mère. Pour qui bon Dieu faut mamans enfants pays la plairait toute l'eau à Coayo. Les manglos l'ennui de cachaille petit yo allez qu'on rate. Qui bon dit fouet, c'est en moins les petits tcha-tcha. Ces enfants bâtards qui panient doigts ou clés en moins non bois. Qui a pompé, conquis, qu'a coupé, puis haché, ses amis à la baie. Dis-moi, mon Dieu, pour qui moins d'aimer, si pays en moins c'est vent ragé, qu'a volcanisé soleil. Dis-moi, mon Dieu, pour qui ça, faut nous lever les cloches sonner, faut nous ciser les nous dit nous, faut nous coucher les nous paix. Et faut nous dire merci, mouché, tant pis souple. Dis-moi, mon Dieu, pour qui nous qu'a fait sans demander, nous qu'a vivre yeux fermés. Nous comme un bouche ouvert, à force nous dire, bon Dieu, tonne d'idées, faut jour ça rester, pour qui ça, tout ça.